octobre 2012 à l'hôpital Erasme. Nous gardons de lui le souvenir d'un chercheur brillant, d'un clinicien remarquable et d'un homme nanti d'une intelligence aiguë, d'une très vaste culture générale et d'un grand humour. C'est pour moi un réel honneur de contribuer à l'hommage académique que nous lui rendons aujourd'hui. Jean-Pierre Nats termine ses études de médecine à l'ULB en 1945 et passe d'abord 3 ans au Congo, où il fait des observations cliniques qui lui valent ses premières publications. Revenu en Belgique, il se spécialise en médecine interne avec orientation hématologique et rejoint assez vite l'hôpital Bruckmann. C'est dans le laboratoire de médecine de cet hôpital qu'il effectuera toutes ses recherches, si l'on accepte un séjour à l'Université de Californie à la fin de la décennie 1950. C'est l'anémie rénale qui bien vite attire son attention et qui mobilisera ses efforts pendant 35 ans. À l'époque, on savait que l'anémie rénale relevait d'un double mécanisme. D'une part, une hémolyse extracorpusculaire et d'autre part, une compensation érythropoïétique insuffisante. De cette dernière, on ignorait toutefois les causes, supposant qu'elle résulterait de la rétention de facteurs toxiques pour les érythroblastes. Une telle interprétation semblait d'emblée peu crédible à Jean-Pierre Nats, qui était intrigué par le fait que l'anurie aiguë s'accompagnait d'une érythroblastopénie marquée, alors que certains patients urémiques chroniques, ayant des taux d'urée aussi élevés, ne présentaient pas une perturbation aussi marquée. Ses premiers travaux consistent à étudier l'érythropoïèse chez le chien soumis à une néphrectomie bilatérale et maintenu en vie par dialyse. L'érythropoïèse est quantifiée de 2 façons. D'une part en comptant le pourcentage d'érythroblastes médulaires et d'autre part en mesurant l'incorporation du fer radioactif 59 dans les hématies. Les résultats sont concordants. La néphrectomie entraîne une dépression profonde de l'érythropoïèse. En outre, lorsque le chien néphrectomisé est ultérieurement soumis à une saignée, aucune réponse médulaire n'est observée. Les reins sont donc nécessaires tant au maintien d'une érythropoïèse normale qu'à la réponse médulaire à un stimulus hypoxique aigu. Ces expériences sont complétées par l'utilisation de contrôles supplémentaires illustrés dans cette figure. L'incorporation du fer 59 dans les hématies et dans le foie est mesurée chez des chiens normaux, représentés ici par des cercles ouverts, chez des chiens néphrectomisés, représentés par des triangles pleins, mais en outre chez des chiens dont la fonction excrétrice rénale a été supprimée par ligature des uretères, les reins étant maintenus en place. Ces derniers chiens sont représentés ici par des cercles pleins. On peut observer que la néphrectomie entraîne un effondrement de la captation érythrocytaire, tandis que la captation hépatique est augmentée. La ligature des uretères, au contraire, n'abolit pas l'érythropoïèse. Cette observation cruciale permet de rejeter l'origine toxique de l'anémie rénale, en tout cas chez le chien. Les expériences entreprises chez le chien sont poursuivies par des dosages de l'érythropoïétine dans le plasma et dans les urines. À cette fin, Jean-Pierre Nats, pendant toute sa carrière, ne disposera que de méthodes biologiques consistant à injecter le matériel attesté chez de petits animaux dont l'érythropoïèse a été mise au repos, puis à mesurer chez eux la captation érythrocytaire du fer 59. Ces méthodes fastidieuses sont reproductibles, mais elles sont si peu sensibles que l'hormone ne peut pas être mise en évidence dans le plasma normal. Chez le chien soumis à une saignée, l'érythropoïèse devient dosable. Mais si l'on pratique ensuite une néphrectomie, la concentration de l'hormone tombe rapidement à des valeurs non mesurables. Par ailleurs, Jean-Pierre Nats montre que des broyats de reins de chiens anémiés par saignée ont la propriété de stimuler l'érythropoïèse, contrairement aux homogénats de foie ou de rate. Les taux d'érythropoïétine contenus dans le rein sont toutefois très faibles, ce qui suggère que l'hormone est relarguée au fur et à mesure de sa synthèse.
Les travaux de Jean-Pierre Nats permettent en outre de rejeter l'hypothèse de l'existence d'un inhibiteur physiologique de l'érythropoïétine. Grâce au docteur Van Dyck de Berkeley, Jean-Pierre Nats peut obtenir une préparation grossière d'érythropoïétine préparée à partir des urines d'un patient sévèrement anémique. Comme on le voit sur cette figure, cette fraction érythropoïétique stimule l'érythropoïèse canine. Bien plus, lorsque le chien est néphrectomisé, mais qu'il reçoit en outre de l'érythropoïétine, on n'observe pas l'effondrement de l'érythropoïèse observé en général après néphrectomie. Les érythroblastes se maintiennent dans la moelle et l'on peut même observer une poussée réticulocytaire dans les jours suivants. La régulation de la production de l'érythropoïétine est ensuite étudiée chez le rat, dont les besoins en oxygène ont été réduits par hypophysectomie ou par une période de jeûne prolongée. Après un séjour dans une chambre d'altitude simulée, l'élévation du taux d'érythropoïétine dans le plasma de ces animaux est nettement inférieure à celle que l'on observe chez des rats normaux soumis à une même hypoxie. Ces observations confirment le modèle selon lequel la production de l'hormone est stimulée lorsque les apports en oxygène dans les tissus périphériques sont insuffisants par rapport aux besoins en oxygène. À l'époque où l'on ne disposait ni d'une méthode sensible de dosage de l'érythropoïétine, ni d'une source d'érythropoïétine exogène purifiée, l'étude du métabolisme de l'hormone était une prouesse nécessitant une grande ingéniosité expérimentale. Jean-Pierre Nats s'y attelle toutefois en collaboration avec le docteur Marie Wittek. Leurs observations permettent d'estimer la demi-vie plasmatique de l'hormone. Elles montrent en outre que son catabolisme s'effectue partiellement dans le rein et que sa consommation est sans relation avec la richesse médulaire en érythroblastes. Avant l'ère de l'utilisation thérapeutique de l'érythropoïétine recombinante, l'une des seules possibilités thérapeutiques, d'efficacité d'ailleurs médiocre dans l'insuffisance rénale, consistait à administrer des androgènes. Nats et Wittek ont montré que ces molécules agissent, au moins partiellement, en potentialisant l'action de l'érythropoïèse sur la moelle hématopoïétique. L'extrapolation à l'homme des données recueillies chez l'animal devait se faire avec prudence, car il existe des variations d'espèce à espèce. Dans un premier temps, Jean-Pierre Nats entreprend avec ses collaborateurs de l'hôpital Brugmann des études isotopiques chez les patients insuffisants rénaux. Les résultats obtenus grâce au marquage des hématies au chrome 51 montrent un raccourcissement de la durée de vie des hématies dans tous les cas étudiés. Les tests ferrocinétiques montrent une diminution de la captation du fer 59 dans les hématies, qui est modérée dans l'urémie chronique, mais plus marquée dans l'insuffisance rénale aiguë. La variabilité des résultats est cependant considérable, et Jean-Pierre Nats relève que la captation du fer 59 est la plus élevée chez les patients dont l'appareil juxtaglomérulaire est bien développé. L'identification des sites de synthèse de l'hormone ne sera toutefois formellement établie que beaucoup plus tard, lorsque l'hybridisation in situ permettra de la localiser dans les tubules proximaux. La suite consiste à étudier les taux d'érythropoïétine chez l'homme souffrant d'anémie soit rénale, soit non rénale. Comme on peut le voir sur cette figure, l'érythropoïétine est dosée en utilisant soit le rat sevré à gauche, soit la souris dont l'érythropoïèse a été mise au repos après un séjour dans un caisson hypobare, cette deuxième méthode étant plus sensible. Dans les anémies non rénales, figurées en gris, les taux de l'hormone sont presque toujours élevés, parfois très nettement. Si une transfusion est réalisée, le taux de l'hormone chute rapidement. Par contre, dans l'anémie rénale, l'érythropoïétine est plus rarement décelée et généralement à des taux très bas. La variabilité des résultats est cependant
très importante. Et dans ce cadre, une observation très intéressante est faite en 1968 par Naas et Wittek. Chez un patient anéphrique ayant présenté une hémorragie aiguë, les auteurs constatent que de l'érythropoïétine est décelable. Cette observation présente un évident intérêt doctrinal, puisqu'elle indique que chez l'homme, contrairement à ce qui se passe chez le chien, il existe des sites accessoires de production de l'hormone. L'activation de ces sites accessoires peut expliquer pourquoi la dépression d'érythropoïèse est moins profonde dans l'urémie chronique que dans l'anurie aiguë. L'une des dernières études auxquelles participe Jean-Pierre Naas concerne les besoins transfusionnels dans l'insuffisance rénale. Les résultats indiquent que ces besoins sont 2 fois plus élevés chez les patients anéphriques que chez ceux dont les reins malades ont été laissés en place. Il semble donc bien que des reins profondément anémiés conservent néanmoins une certaine fonction endocrine. La conclusion clinique peut être que la néphrectomie ne doit être envisagée, ne doit être réalisée que s'il existe des raisons impérieuses de le faire. La tradition veut que les allocutions d'hommage se terminent par une évocation de la personnalité que l'on célèbre. Personnellement, je resterai assez discret à ce sujet, car je pense que Jean-Pierre Naas, avec la pudeur qui le caractérisait, n'aurait guère apprécié ce genre de digression. Je rappellerai toutefois que les mérites scientifiques de Jean-Pierre Naas, notamment confirmés par son titre d'agrégé de l'enseignement supérieur, et conjugués à des connaissances cliniques discursives, lui ont valu d'occuper la chaire d'hématologie à l'ULB jusqu'à son admission à la retraite en 1987. Ses étudiants rapportent tous que son enseignement était d'une exceptionnelle clarté et qu'il était de nature à susciter les vocations hématologiques. Je me permettrai enfin de vous faire partager le secret médical en vous disant que Jean-Pierre Naas a subi avec succès une néphrectomie bilatérale puis une greffe rénale. Comme des milliers d'autres patients, il a ainsi bénéficié du traitement qu'il a largement contribué à rendre possible au prix d'une faculté de jugement exceptionnelle, d'une patience sans limite et d'une générosité en tout point exemplaire. Il mérite assurément notre profonde gratitude ainsi que l'expression de notre très réel respect. Je vous remercie de votre attention et cède la parole à monsieur. Merci, je ne vais donc pas reprendre ce qui a été dit. Je vais dire que d'abord, mon ami Jean-Pierre Naas était un grand scientifique, un excellent clinicien, un remarquable enseignant, mais aussi un homme modeste et un gentleman. Alors, vous avez entendu la description détaillée de son parcours scientifique. Je vais seulement prendre 2 points. Le premier point qui me paraît très important, c'est que Naas a, sur la base d'observations cliniques intelligentes, bien interprétées, remis en cause des dogmes prévalents à l'époque, qui étaient l'effet sur l'érythropoïèse due à la toxicité, due à l'insuffisance rénale, et l'autre, le fait que s'il existait une hormone, qui maintenant s'appelle l'érythropoïétine, elle était produite dans la moelle osseuse. C'est sur la base d'observations cliniques qu'il remet ces dogmes en question, et il arrive à l'idée que c'est bien le rein qui produit l'érythropoïétine. Il en fait la démonstration clinique et il crée au fond tout le domaine de l'érythropoïétine comme on vous l'a montré. Il amène au fond les bases qui permettront plus tard à Goldwasser d'isoler l'érythropoïétine. Naas était un homme modeste et donc ses résultats étaient très importants, mais des étudiants comme moi, nous n'étions pas au courant. On connaissait sur Naas comme enseignant, mais jamais il ne se vantait. Alors à une époque maintenant où la triade indispensable, c'est un article dans un des Nature existants, immédiatement après une conférence de presse et puis des articles dans la presse, la modestie de Naas et le fait qu'il pouvait officier sans que ses élèves sachent même qu'il avait fait des découvertes fondamentales, ça surprend. Un autre point, c'est que nous avons eu l'occasion de soutenir la recherche de Naas
dans les années 70 grâce à un contrat des communautés européennes que nous avions obtenu et c'était tout à fait logique parce qu'il apportait une science remarquable. 40 ans après, Nat nous remercie en léguant ses biens à un fonds J.P. Nat, à la Fondation Roi Baudouin, destiné à des équipes de recherche de l'IRDHN de taille modeste et de qualité scientifique. Alors, à mon tour de dire merci Jean-Pierre.